Eh bien, nous sommes maintenant arrivés à un moment de la matinée, enfin, de ce midi, pour passer à toute une série de questions, de réactions par rapport aux trois présentations qui vous ont été livrées. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui veulent se lancer pour une première série de questions? Voilà, monsieur l'avez reçu. N'hésitez pas à vous manifester. Allez-y. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, Adrien Fievet, je coordonne le plan de cohésion sociale de la ville de Liège. Je suis toujours très impressionné quand je viens aux conférences de l'IWEPS par les chiffres qui sont sortis. On a glissé un peu facilement sur quelque chose, me semble-t-il, tout à l'heure. Si j'ai bien compris, l'enquête révèle que les femmes iraient voter davantage que les hommes, même si la loi sur l'obligation de vote était levée. Mais on a corrigé en disant que dans les pays où l'obligation de vote n'était pas de mise, ça ne se vérifiait pas. Pour toutes les paramètres, mais je ne l'ai pas bien compris. Excusez-moi, vous demandez le micro parce que ça... Oui, donc je n'avais pas compris la question. Alors, je pense que la question se pose pour l'équipe de Conrad de Vincent. Oui, ça fonctionne. Ben, merci pour cette question. Tout d'abord, ce qu'on peut répondre, c'est qu'on a nous-mêmes été surpris par le résultat et on n'a pas vraiment d'explication de pourquoi est-ce que les femmes iraient plus souvent voter de manière régulière pour toutes les élections au niveau agrégé. On n'a pas vraiment d'explication. Ce qu'on peut toutefois dire, c'est que même si la variable est significative, la différence n'est pas conséquente. C'est-à-dire qu'on constaterait, je pense qu'on était autour des 5% ou un peu moins des 5%. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on doit tenir à l'œil et investiguer un peu plus loin pour savoir exactement ce qui se passe et pourquoi est-ce que les femmes iraient plus souvent voter. Mais on n'a pas d'explication concrète jusqu'à présent. Et par rapport aux autres pays, ce que j'ai voulu dire en fait, c'est que la technique de la régression logistique, on essaie de comprendre l'effet d'une seule variable, toutes autres choses restant égales. Et dans le monde social, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Et les variables interagissent entre elles. Ce que je voulais dire, c'est que dans les enquêtes internationales, ce qu'on remarque, c'est que les femmes participent souvent moins au scrutin, mais qu'on l'explique souvent plus par le fait que, en ce qui concerne les autres variables, notamment le niveau d'études, le niveau de revenus, comme elles ont sur ces variables-là un score plus faible, c'est cela qui explique le fait que les femmes aillent moins voter. C'est ça que je voulais dire. Merci. Ça répond aux questions? Oui. Merci. Alors, Madame Nezou ici. Et ensuite, monsieur. Laurent, c'est moi. Non, Laurent, c'est moi. Bonjour, Gaudi Frinsguy du Centre de recherche en démographie et société. Alors, j'ai à la fois, je vais rebondir sur la question qui vient d'être posée, mais j'ai une question plus personnelle aussi. La question qui vient d'être posée, bon, quand on fait des comparaisons internationales, il faut s'y voir si la façon dont cette variable âge ou cette variable sexe a été mise en évidence exactement avec la même méthode dans les différentes enquêtes avant de pouvoir comparer. Est-ce que dans les enquêtes internationales, on a aussi, je veux dire, neutralisé l'influence des mêmes variables que dans ce que vous avez fait vous? Donc ça, c'est juste un petit point méthodologique. Mais j'ai une autre question qui me venait à l'esprit quand j'entendais Pierre et que je vous entendais parler d'un certain désintéressement pour les politiques style classique. Mais je vois aussi depuis plusieurs années se développer d'autres façons de s'exprimer de la part des citoyens. Alors vous, les politologues, comment voyez-vous l'avenir dans la façon dont nous allons peut-être exprimer nos préférences pour la façon dont, pour les personnes, ou pour les partis, ou pour les valeurs qui vont nous gouverner? Donc c'est une question beaucoup plus globale. Je dirais que
je pense qu'on a dépassé le simple fait de toujours constater que oui, on se désintéresse de la politique classique, d'accord, on se désintéresse, mais qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres propositions à mettre sur la table? Merci. Grosse question. Je pense, Pierre, que... La question, c'est qui va répondre. Moi, j'ai pas... Enfin, je te remercie pour la question. Et je demanderai à mes collègues politologues de me démentir si ma réponse n'était pas satisfaisante. C'est vrai que la littérature et dans la plupart des grandes enquêtes, effectivement, on constate ce désintérêt ou ce qu'on nomme dans la littérature la crise de la représentation et ainsi de suite. À titre personnel, mais c'est mon opinion personnelle, je ne suis pas, entre guillemets, pessimiste. C'est juste que, j'ai presque envie de dire, il faut que la participation politique ou la manière dont on participe politiquement s'adapte aux évolutions de la société. C'est un peu parce que si on regarde, entre guillemets, dans toute une série d'exemples, il y a eu des efforts de la part des élites de mettre en place toute une série de mécanismes pour essayer d'impliquer plus les citoyens au quotidien. Je cite un exemple parmi d'autres, le droit de pétition, entre guillemets, même s'il existe, ou le droit d'initiative, si je me trompe, au niveau européen, 1000 citoyens européens qui peuvent déposer une pétition signée, tout ça fait partie des mécanismes mis en place, entre guillemets, par les élites, pour essayer justement entre guillemets, décloisonner un peu le fossé ou la frontière qu'il pourrait y avoir entre les citoyens d'une part et les élites politiques, ou j'aime pas trop ce mot-là, la classe politique, je préfère parler d'élite parce que chacun a sa manière de représenter politiquement aussi. Donc, je dirais, je n'ai pas une solution toute faite. Souvent, je suis parfois surpris sur la manière, je dirais, dont je vais peut-être me tirer les faux en disant ça, mais dont parfois les élites ou les représentants, en fait, entendent, mais dans les faits et dans l'action, les gens ne mettent pas en cause. Enfin, ils entendent, mais je veux dire, ça ne se suit pas nécessairement dans les faits. J'en veux pour preuve ce que disait entre autres Pierre Bréchon dans son introduction, c'est que finalement les indicateurs montrent bien que la démocratie, les gens y restent attachés. Je rajouterais même, heureusement, je dirais que les institutions démocratiques, la plupart des citoyens au niveau national, mais aussi au niveau européen, les gens y restent vraiment attachés. Là où les gens sont peut-être plus aigris ou remettent peut-être plus en question, c'est sur le fonctionnement. Et là, on constate dans toute une série, entre guillemets, de mécanismes classiques que le relais, pour utiliser un terme alors purement de la science politique, que le relais, entre guillemets, entre la société civile et, je dirais, l'État ou la structure étatique, ce relais-là, en fait, c'est, et on le sait, au cours du temps, petit à petit, détaché, je dirais, du bloc société civile. Et on a, entre guillemets, une institutionnalisation des partis au même titre que l'État, en fait. Deuxièmement, ce que moi je remarque dans la plupart des représentations jusqu'ici, c'est que, et en particulier c'est avéré dans le cas du baromètre, je connais un peu moins cet aspect-là des choses dans d'autres enquêtes, c'est que dans la plupart des présentations, on est chaque fois revenu à la participation associative. Et là, je me demande s'il n'y a pas une question à se poser quelque part, c'est de se dire, au fond, les mécanismes traditionnels, je dirais, de jonction entre société civile et État, au travers des partis, au travers d'institutions, je dirais, ou au travers d'acteurs plus institutionnalisés, effectivement, sont remis en cause, mais je vois que c'est partiellement repris en charge par une série, je dirais, d'acteurs que moi je qualifie dans mes cours de non institutionnels, mais que ce soit la participation associative et ainsi de suite, et qui permet justement d'entretenir ce lien ou cet attachement, je dirais, quelque part au système politique en général, mais à l'État lui-même. Je ne sais pas si Pierre Bréchon me
rejoins sur cet avis-là aussi un compliment. Mais c'est une question qu'on doit se poser et il faut vraiment à un moment donné se dire, voilà, il faut éventuellement s'imaginer d'autres formes de participation au travers d'autres mécanismes d'institutionnalisation, d'autres types d'acteurs que les acteurs classiques, que ce soit les partis ou autres. Et je conclurai, c'est en place parce que de nouveau je reviens avec mon exemple européen, dans les mécanismes, ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui, mais on sait par ailleurs qu'au niveau de la communauté européenne, on n'hésite pas à certains moments à impliquer dans la prise de décision, à savoir avant de présenter, je dirais, certaines directives ou certains types de décisions au Parlement européen, à impliquer des acteurs de la société civile. Et quand je parle d'acteurs de la société civile, je parle ici de groupes, que ce soit des ONG, que ce soit des groupes d'intérêt, et ainsi de suite. C'est peut-être moins la culture belge et je dirais, je resterai au niveau belge, mais dans d'autres types de cadres nationaux, ça se fait plus facilement. Merci. Question encore pour monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir? Jean Blais, professeur émérite de sociologie. C'est principalement pour ça que j'interviens. Outre qu'au cours d'une longue vie, j'ai été dans beaucoup de choses, et notamment à la base d'une institution axée sur la jeunesse, d'où ma question, qui est la Fondation Wallonne à Blé. Alors, je suis très admiratif. Je pose beaucoup de questions en des titres divers. Comme sociologue et comme militant wallon, je veux simplement, on aura l'occasion de parler, je crois, je demandais un rendez-vous à certains dirigeants de l'UEMS, mais il y a un élément clé qui est plus apparent depuis quelque temps, vous savez ça beaucoup mieux que moi, c'est lié à un manque de sens chez les jeunes. C'est sur les jeunes que je suis axé. Et hypothèse, quand on voit un certain nombre de chiffres, on est en plein dans un manque de sens qui explique tel ou tel comportement dans divers domaines. Je voulais insister sur le problème de sens et demander si, outre tout ce que vous avez fait, et apparemment très bien fait, il y a éventuellement des aspects complémentaires de recherche, et notamment de manière beaucoup plus coûteuse, par discussion de groupes plus ou moins représentatifs ou par interview individuelle. Peut-être pour l'avenir. Merci. Merci pour votre intervention. Je pense que je vais peut-être renvoyer cela. Il y aura une discussion, en tout cas, qui sera traitée par Michel Landekev cet après-midi. Donc je pense que votre question anticipe une présentation tout à l'heure sur justement la question des jeunes, donc avant la trentaine, désolé pour tous les autres, affiliation, transition, préoccupation des jeunes wallons. Donc je pense que cette question-là, on l'abordera tout à l'heure. Sur votre interpellation sur le fait de savoir est-ce qu'on va aussi continuer, parce que évidemment, je pense qu'aujourd'hui on est en train d'ouvrir un chantier énorme. Et je pense que les présentations d'aujourd'hui, en tout cas à ce stade-ci, pour nous sont très précieuses. Et je dirais tout le travail des équipes de Pierre, de Mine, de Marc, qui vont aujourd'hui commencer à déployer des argumentaires, c'est un point de départ. Et donc nous, on compte énormément sur la vivacité, non pas de la société civile, mais de la communauté universitaire, pour continuer avec nous de creuser ces questions-là, évidemment. Et je pense qu'il y a aussi des perspectives sur des modalités d'analyse, de collecte un peu différentes de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, on va dire en complément de ce qui se fait. Là, je pense qu'il y a, je pense qu'on a le travail effectivement au moins pour 4 ou 5 ans, parce qu'après il y aura quelque chose. Je vois monsieur a demandé la parole.
Oui, bonjour. Concernant l'enquête sur le vote obligatoire, je voulais savoir quel était l'échantillon qui me semble n'a pas été indiqué, quelle est sa représentativité, et pourquoi il n'a-t-il pas eu de répartition géographique, plus qu'au niveau provincial aussi, et en regard à la présentation qu'il y a eu après sur les liens entre participation sociale et mobilité. Je me demande si ce ne serait pas intéressant, pertinent de voir quelles sont les différences entre la province Port-Royal et la province de Liège. Parce que ça a sûrement une influence, à mon sens, par rapport au réseau, aux revenus, etc. Et une autre question, il y a un tableau qui a été présenté sur le pourcentage d'électeurs du PS et du MR qui iraient voter, toujours voter si le vote est encore obligatoire. On a vu 48% pour le PS et 49% pour le MR. Donc il me semble que ce serait intéressant, comme enquête plus approfondie, de voir parmi ces échantillons, si c'est faisable, de voir quelle est la proportion de gens fragiles, hein, sachant qu'on a le même pourcentage de personnes dans chaque parti qui iraient voter. Alors, est-ce que ça ne mettrait pas en question cette question de les plus fragiles vraiment à voter, et qu'est-ce que la fragilité, et alors ça permettrait peut-être d'avoir des réponses sur la question des valeurs, des idéaux, de la conviction, ou du vote par défaut. Merci pour votre question. Pour votre première question par rapport à l'échantillon, donc l'échantillon total, si je me souviens bien, pour le baromètre Saint-François 2012 était de 1298 personnes. Et pour construire nos variables, on est arrivé par niveau de pouvoir à 1100 aidés, puisque donc on a eu certaines valeurs manquantes, et puis en recodant la variable, forcément on a perdu l'un ou l'autre à gauche à droite, mais donc on a 1100 aidés. Deuxième chose, par rapport à la représentativité de l'échantillon, là, comme Pierre l'avait fait remarquer en introduction de son allocution, je pense que l'IWeb ça fait un très bon boulot et on a eu des taux de réponse excellents, donc je pense que la représentativité est excellente, d'autant plus qu'on a utilisé ce qu'on appelle des variables de pondération. Donc on a rectifié les éventuelles distorsions liées au genre, d'une part, à l'âge et à l'éducation. Donc tout ça a été pris en compte dans la constitution de nos analyses. Par rapport au fait de mettre la province comme variable indépendante dans notre modèle, c'est quelque chose qu'on a fait, effectivement. Donc, comme Vincent l'a montré dans la présentation, les variables qu'on a montrées, en fait, sont celles qui sont significatives. Au-delà de ça, il y avait d'autres variables qui étaient dans le modèle et qui n'étaient pas. Et donc, c'est en l'occurrence la province qu'on a mis dans notre modèle, et on n'a pas constaté de différence en fonction des gens qui provenaient d'une province ou d'une autre, mais par contre, comme je l'ai montré, en fonction du degré d'isolation de l'habitat et de l'environnement de la personne, exactement si on habite dans une maison isolée, un hameau, une ville, un village, etc. Voilà pour ce qui est de l'échantillon. Par rapport au parti, effectivement, ce serait intéressant d'aller voir un peu plus loin. On peut peut-être présumer qu'il y aurait peut-être plus au sein du PS, un électorat peut-être plus défavorisé, plus ouvrier. Mais alors, comment expliquer effectivement le niveau du MR qui est très semblable à celui du PS? Une piste, c'est le côté libéral, peut-être que peuvent avoir l'électorat du MR et qui veulent avoir non pas l'obligation, mais le droit d'y aller et qui remettrait peut-être ça en cause. C'est une piste qu'on pourrait effectivement explorer par la suite. Si je peux juste me permettre de compléter par rapport à la question et de suggérer à mes collègues de tester l'hypothèse. Ce qu'il y a, c'est qu'on imagine toujours le vote ou le comportement de vote comme étant figé. Et à partir du moment où on a des distinctions, par exemple, entre le MR et le PS, il faut toujours penser que là derrière, il y a effectivement une partie d'électeurs fidèles. La question, c'est toujours de se poser, au fond, dans les électeurs, entre guillemets, qui ne sont pas fidèles ou qui ont changé de vote parce que si on rappelle que le baromètre demandait le vote aux dernières élections fédérales 2010, et je pense peut-être celle d'avant, 2007 ou 2009, c'est de voir justement dans la transition de vote en 2009 et 2010, si dans ceux qui auraient changé leur choix de vote, il n'y a pas effectivement, c'est pas dans ceux-là que se trouverait l'hétérogénéité par rapport au vote. Enfin, je ne dis pas que c'est la réponse, je dis juste que c'est une hypothèse supplémentaire à tester. Désolé, guys.
Germont, service public théologie. Une question de détail peut-être, hein, Thierry Bourdon, mais vous savez que le diable se cache dans le détail. Si j'ai bien compris dans votre définition des services de base, vous mettez sur le même pied les commerces, la pharmacie et l'administration communale. Bon, ce n'est pas où. Alors, si je prends mon cas personnel, je ne suis pas très représentatif, mais enfin, c'est le cas que je connais le mieux. Les commerces, ben, j'y vais plusieurs fois par semaine. La pharmacie, un peu moins, Dieu merci. L'administration communale, je pense que la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 3 ans pour renouveler mon passeport, et j'y retournerai donc dans 2 ans pour la même raison. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que si on retire l'administration communale de votre définition, on va passer de 40 à peut-être 70-75%? Vous allez me dire, c'est pas très important. Si, parce que dans le débat qui est actuellement en cours sur le SDER, à partir du moment où le lobby automobile peut dire, mais vous voyez, il y a 60% de pauvres gens qui, sans leur automobile, ne pourraient pas, on donne du grain à moudre aux tenants du tout à la voiture. Donc, merci pour votre question, je vais essayer d'y répondre. Si jamais je renverrai peut-être à Julien Juprel, qui doit être dans la salle, qui s'occupait de calculer en fait ces variables objectives. Et donc, c'est vrai que la construction de cette variable s'est faite sur la base d'un travail de recherche qui avait déjà été effectué, qui avait été validé, qui pourra définir. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une approximation. Et donc, je sais qu'un des critères qui a déterminé quel service de base on a utilisé, c'était simplement de pouvoir le localiser. Et donc on ne peut pas localiser, je pense qu'il y a d'autres services qui sont aussi intéressants, parce que, je n'en ai pas en tête, dont on n'avait pas, en fait, on ne pouvait pas géolocaliser, et donc on ne pouvait pas les utiliser dans la construction de variables, alors que ça aurait été pertinent sur un plan conceptuel. Et donc c'est vrai que c'est une approximation. Je ne sais pas si Julien Juprel pourra développer, de dire si il va y avoir une construction d'un nouvel indicateur sur base de critères un peu plus pertinents. Voilà, je vois qu'il est en haut, et je ne sais pas s'il veut intervenir. Bonjour monsieur. Voilà Julien, qui va sans doute précisément répondre à la question. Voilà, Julien Charnier. Donc, de Libet, en fait, c'est inscrit au minimum 3 services de base parmi 6. Donc, l'administration communale, elle ne fait partie que d'un ensemble de 6 possibilités. Donc, les possibilités sont plus importantes. Donc, à partir du moment où on a un commerce alimentaire, une pharmacie, une école, eh bien, on est à proximité d'un petit centre qui offre des services de proximité. Donc l'administration communale intervient, mais de façon plus à côté. Même si vous n'êtes pas l'école. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous arrivons tout doucement au bout de cette matinée. Est-ce qu'il y a encore une personne qui souhaite prendre la parole à ce stade-ci? Si pas, nous nous donnons rendez-vous à 14h30 pour la reprise des hostilités avec Patrick Italiano. On parle 25 ans après une convention toujours belge. Voilà, merci, à tout à l'heure, bon appétit, bonne discussion, bons échanges. Oui, bien sûr.